Comment un homme qui n'a jamais laissé le moindre écrit a-t-il pu façonner toute la pensée occidentale? C'est le grand paradoxe de Socrate, un penseur qui, plus de 2000 ans après sa mort, continue de nous interroger, de nous déranger. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de sa méthode, une méthode absolument révolutionnaire. Tout part de là, de cette phrase en apparence si simple. Comment l'homme qu'on disait le plus sage de son temps pouvait-il clamer son ignorance? Eh bien, c'est justement la clé pour tout comprendre. Pour Socrate, la philosophie, ce n'est pas une collection de savoirs, pas du tout. C'est un chemin, un processus de questionnement qui ne s'arrête jamais. Socrate, il a vécu à l'âge d'or d'Athènes, mais sa fin, elle, a été brutale, condamné à mort par sa propre ville. Ça nous montre bien que ce n'était pas un philosophe enfermé dans sa tour d'ivoire. Non, ses idées avaient des conséquences bien réelles, des conséquences qui pouvaient être mortelles. Alors on l'accusait de quoi au juste? Officiellement, d'impiété et de corruption de la jeunesse. Mais en réalité, ces accusations visaient le cœur même de sa méthode. Son véritable crime, ce n'était pas un acte, c'était une manière de penser. Il apprenait aux jeunes à poser des questions, à douter de l'autorité plutôt qu'à obéir les yeux fermés. Et face à la mort, Socrate ne flanche pas. Au contraire, il provoque. Quand on lui demande de choisir sa propre peine, qu'est-ce qu'il fait? Il réclame les plus grands honneurs de la cité. C'est l'acte de provocation ultime. Ça montre son engagement total, jusqu'au bout. Et cette provocation, elle est au centre de sa méthode. Provoquer, au sens premier, faire venir en avant, faire émerger. Bon, voyons voir maintenant comment cette provocation fonctionnait. Pour Socrate, la philosophie, ça ne se trouvait pas dans les livres, non. Elle était vivante, elle se passait dans l'échange, dans la discussion. Pour lui, un livre, c'est une pensée morte, figée, un dogme qu'on est censé accepter passivement. C'est tout le contraire de la philosophie. Le dialogue, en revanche, c'est la pensée en action, en mouvement. Ce n'est pas un produit fini qu'on consomme, c'est un processus, une construction qui se fait ensemble. Mais on pourrait se demander pourquoi avoir absolument besoin de quelqu'un d'autre pour penser? On ne peut pas juste réfléchir tout seul dans son coin. Pour Socrate, la réponse est un non, catégorique. Notre point de vue est par nature limité. C'est un peu comme regarder un dé. On ne peut jamais voir plus de 3 faces à la fois. Pourtant, on sait bien que les autres faces existent. Notre pensée, c'est exactement la même chose. La vérité n'est donc pas juste notre opinion personnelle. Pour Socrate, elle est ce qu'il appelle transsubjective. Elle se trouve au-delà des individus. C'est une synthèse de plusieurs perspectives. C'est seulement en confrontant notre regard à celui d'un autre qu'on peut commencer à apercevoir les faces cachées du dé, et donc s'approcher d'une vision plus juste, plus complète. Et cette méthode, qui consiste à faire naître la vérité par le dialogue, elle porte un nom magnifique, un nom qui est d'ailleurs directement lié à l'histoire personnelle de Socrate. Il se trouve que la mère de Socrate était sage-femme. Il a donc repris cette analogie pour décrire son propre travail. De la même façon que sa mère aidait les corps à accoucher des enfants qu'il portait, lui, il aidait les esprits à accoucher des idées qu'il contenait déjà. Le philosophe n'est pas celui qui donne le savoir, il est celui qui aide l'autre à le faire sortir de lui-même. Le processus est à la fois simple et incroyablement puissant. Premièrement, l'idée est déjà là, à l'intérieur. Deuxièmement, le philosophe, par ses questions, crée les conditions pour l'accouchement. Troisièmement, la personne met au monde sa propre idée en la formulant. Et c'est là que le vrai travail commence. Quatrièmement, on examine cette idée qui vient de naître pour voir si elle est viable. Et c'est ça le coup de génie de la méthode. Tant qu'une idée reste bien au chaud dans notre esprit, on ne la voit pas vraiment. Elle est confuse, c'est une intuition. En la disant à voix haute, en l'exprimant, on la met à distance, on la transforme en un objet qu'on peut enfin observer, analyser, critiquer. D'accord, mais alors, pourquoi cette méthode est-elle censée fonctionner? Sur quelle croyance, sur quelle fondation philosophique profonde est-ce que tout ça repose? La maïeutique repose sur 2 grands piliers. Le premier, c'est le logos. L'idée que nous partageons tous une raison universelle, une capacité innée à la pensée logique. Le deuxième pilier, c'est un concept un peu plus mystique, la réminiscence. Pour Socrate et Platon, notre âme a déjà vu la vérité dans une vie antérieure. Donc, apprendre ce n'est pas découvrir du neuf, c'est se ressouvenir. Cette vision des choses est parfaitement résumée par le mot grec pour vérité, aletheia. Ça ne veut pas dire exactitude, ça veut dire dévoilement. La vérité n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Elle est déjà là, mais elle est cachée, voilée par nos préjugés, nos illusions. Le travail du philosophe, c'est de soulever ce voile. Et c'est précisément ici que la célèbre phrase inscrite sur le temple de Delphes prend tout son sens. Connais-toi toi-même, ça ne veut pas juste dire de faire de l'introspection. C'est un ordre philosophique. Regarde à l'intérieur de toi, car c'est là que se trouve la vérité. Il suffit de s'en souvenir. Très bien, mais alors concrètement, comment peut-on appliquer cette méthode aujourd'hui?
comment utiliser cette technique vieille de 2400 ans pour aiguiser notre propre esprit critique. Le moteur de tout ça, c'est ce qu'on appelle la dialectique. C'est l'idée qu'on ne progresse jamais en cherchant à confirmer ce qu'on croit déjà savoir. Non, on progresse en se confrontant à la contradiction. C'est en éliminant ce qui est faux qu'on se rapproche petit à petit de ce qui est vrai. On peut voir ça comme un muscle. Un muscle ne devient plus fort que si on lui oppose une résistance, un poids à soulever. Pour une idée, c'est pareil. Si elle n'est jamais défiée, elle reste fragile, faible. C'est seulement en surmontant les objections, en résistant aux contradictions, qu'elle devient vraiment solide. Mais il faut être honnête, ce processus est difficile. Il est même souvent douloureux. Pourquoi ? Parce que nos croyances les plus profondes font partie de notre identité. Y renoncer, c'est un peu comme laisser mourir une partie de soi. C'est effrayant, c'est inconfortable et ça demande un courage immense. L'étape ultime, donc la conclusion de tout ça, c'est qu'en l'absence d'un Socrate pour nous poser les bonnes questions, la discipline à acquérir est de devenir notre propre contradicteur. C'est l'art de penser contre soi-même, de prendre nos croyances les plus chères et de les mettre volontairement à l'épreuve du doute et de la contradiction. Et tout cela nous amène à une dernière question. La question que Socrate nous poserait sans doute aujourd'hui. Accepter qu'on ne sait rien, c'est accepter que chacune de nos croyances peut et doit être remise en question. Alors, la question reste entière. Quelle certitude est-on prêt à laisser mourir pour qu'une pensée plus juste, plus sage puisse enfin naître ?